J'ai accepté pour plusieurs raisons qui sont contradictoires. Moi, je suis autodidacte. Les médiathèques, ça a toujours été un endroit où on peut trouver des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Je me souviens à l'époque, moi j'étais sur Angers, il y avait la bibliothèque municipale et la médiathèque avec beaucoup de disques de musique qu'on n'entendait pas sinon sur les ondes. Et donc c'est un lieu une source importante. Puis en même temps, j'ai toujours partagé ma vie avec des gens qui parfois sont analphabètes, donc ils ne savent pas ni lire ni écrire. Certains d'ailleurs m'accompagnent parfois aujourd'hui quand je vais dans des médiathèques, donner des concerts, des lectures musicales. Et donc je suis à cheval entre des mondes qui ont cette pratique de ce genre de lieu, puis des gens qui en sont exclus, en tout cas dans leur tête, parce que tout simplement ils ne lisent pas. Mais des gens qui ont une culture forte. C'est-à-dire qu'il y a des cultures orales très riches et qui ne passent pas forcément par l'écriture. Et donc, moi j'ai toujours navigué entre ces univers-là. C'est important. Donc, dans mon dernier disque, le premier thème s'appelle Primum Vivere. C'est-à-dire que dans l'art, pour moi, d'abord, il est question de vivre. Ensuite, on le traduit à travers des livres, à travers des disques, à travers des films, des compositions, mais ça commence par l'expérience du vécu. J'ai préparé une playlist sur YouTube, donc libre d'accès. Je vais piocher dedans, mais ça va être à chaque fois de courts extraits, mais vous pourrez y retourner. Il y a plusieurs heures de musique. J'ai appelé ça des sources aux rives. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai sorti un coffret ici en France où ça regroupait des disques que j'avais enregistrés en Inde, en Turquie et au Maroc. C'était mes compositions, mais interprétées avec les musiciens de ces pays. Des disques étaient sortis pour le marché local, en Inde, au Maroc ou en Turquie, qui est une sorte de retour, un remerciement comme une dette que je pouvais avoir pour ces pays-là, qui m'avait beaucoup appris. Et donc j'ai eu besoin à un moment de dire, voilà, je reviens chez vous et puis je vous rends ce que vous m'avez donné, mais à ma manière. Donc ces disques avaient été réunis dans un coffret, les rives. Et donc j'ai toujours eu cette image-là comme si j'étais au bord d'un fleuve. Et donc des sources aux rives. Cette chaîne s'appelle Titi Robin Vidéo, si vous voulez retrouver ça sur YouTube. Et puis des sources aux rives, c'est la playlist libre d'accès dans laquelle je vais piocher pour illustrer ce que je vais raconter ce matin. Il y a d'autres playlists. Il y a une playlist qui s'appelle On the Road with Titi Robin. C'est en anglais parce que la majeure partie des gens qui me suivent sur Internet ne parlent pas le français. Il y a plus d'Indiens ou de Marocains, je pense, que de francophones qui me suivent sur Internet, sur les différents réseaux. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'anglais. Et puis il y a On the Road with Titi Robin, la règle du jeu, c'est il y a un morceau de mes disques et un morceau d'autres artistes que j'aime ou qui m'ont influencé. Et il y a 8 heures de musique comme ça alterne. Donc, et puis il y a tout un tas d'autres playlists sur cette chaîne. D'abord, on va regarder un extrait d'un morceau. C'était, je pense, je crois que c'était à Limoges, pour FR3. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Est-ce que c'était FR3 Limousin? Je ne sais plus. C'est ça? C'est une émission autour de l'accordéon. Il y avait le nacre dedans, non? Comment ça? Oui, peut-être pas ça, mais quelque chose comme ça. En tout cas, c'était avec ma formation qui s'appelait Gitan à l'époque. Donc, vous remarquerez que le chanteur flamenco est bizarrement habillé. Il pensait que c'était une émission de radio, donc il ne s'était pas spécialement habillé pour venir. C'était une télé.
Et dans ce groupe avec lequel j'ai beaucoup tourné, là on n'est qu'en sextet, donc il y a Karim Sami, qui est un ami d'enfance, qui est marocain, mais angevin d'origine marocaine. Il y a Francis Varis, qui est un Parisien de père français et de mère polonaise. Voilà pourquoi il joue l'accordéon en touche piano. Il y a Paco El Lobo, donc parisien d'origine andalouse, donc gitan, qui chante le flamenco et qui ne savait pas que c'était une émission de télé. Et Amar Sadna, dit Bruno Sadna, Bruno El Gitano, et Joseph Sadna, dit Mambo Sadna, deux frères du quartier gitan de Perpignan. Et puis, je pense, et puis moi. Je vais avoir beaucoup de problèmes dans cette petite heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc à chaque fois je suis obligé de sélectionner parmi les nombreuses pistes qui traversent mon esprit. Peut-être il y a des choses importantes. Vous allez voir que, bon, là vous voyez c'est une guitare flamenca, c'est pour la rumba, donc c'est quasiment une guitare classique à cordes nylon. Et moi j'ai une guitare manouche, parce que j'ai grandi au début quand j'étais adolescent, ma première guitare c'est une guitare manouche. Dans l'ouest de la France, c'était une musique qui était très populaire chez les voyageurs, qui l'est toujours. La guitare de Django Reinhardt, on va dire. Puis ensuite, comme moi j'étais très influencé par la musique méditerranéenne, orientale, toute cette culture du sud de la France, j'ai surtout joué avec des gitans catalans, mais j'ai gardé ma guitare manouche. Et ce mariage entre cette guitare manouche qui représente plutôt les voyageurs du nord de la France et de la Belgique et de la Hollande aussi, parce que cette culture manouche, elle est vraiment du nord de l'Europe, et avec une technique beaucoup plus méditerranéenne dans ma manière de jouer, influencée par le oud, le luth oriental, par le bouzouk, fait que, en fait, quand je vais jouer aux États-Unis, par exemple, au début des années 90, mon disque gitan était déjà sorti, et pour les aficionados, ceux qui aimaient ce genre de musique, j'étais typiquement français, alors que je ne l'étais pas en France. Mais c'est les Américains qui avaient raison. Je me rappelle, c'était à Austin, au Texas, pour un gros festival. Et pour eux, en fait, j'avais à la fois la guitare de Django, un des musiciens les plus français les plus connus à l'étranger. Et puis, je jouais une musique qui pouvait rappeler les Gypsy Kings, donc le style gitan catalan du sud de la France, une musique extrêmement populaire dans le monde entier. Et marier ces deux types de guitares, en fait, c'était un style très français. Ça pouvait venir que de France. Alors que moi, quand je suis interviewé par des journalistes en France, on me dit « Mais pourquoi est-ce que vous jouez cette musique ?» Sous-entendu, pas du jazz, du rock ou du rap ou autre. Hein. En réalité, je pense qu'on a réécrit l'histoire, un petit peu comme, vous savez, à la libération de Paris en août 1944, quand il y a les défilés sur les Champs-Élysées, les Américains ont demandé à De Gaulle d'enlever les Maghrébins et les Noirs du défilé parce qu'ils n'avaient pas réglé leur problème de ségrégation. Et De Gaulle a accepté. Et du coup, on a vu que des Blancs défilaient, et lors des actualités, toujours aujourd'hui, on voit ces défilés de visages blancs, alors même qu'il y avait énormément d'Africains qui étaient là, d'autres qui n'étaient plus là parce qu'ils étaient décédés sur les champs de bataille. Et moi, quand on me demande pourquoi vous jouez cette musique-là, en fait, à l'époque, donc moi, dans le Maine-et-Loire où quand j'étais adolescent, je connaissais aucun Américain, aucun Jamaïcain, aucun Anglais, aucun pratiquant de cette musique anglo-saxonne qu'on nous proposait comme la modernité, comme l'avenir de la musique et qu'on voyait à la télé, dans les films, qu'on écoutait à la radio. Par contre, je connaissais des Gitans, des Maghrébins, des Arabes avec qui je jouais pour les baptêmes, les mariages. Et donc, en fait, ma réalité quotidienne, elle était faite de ça. Et le vécu que j'ai changé humainement, c'était avec des gens qui avaient cette culture-là. Et si jamais, les copains qui, eux, se mettaient à jouer du jazz ou du rock ou tout, ils étaient dans l'exotisme. Ils étaient dans un fantasme de quelque chose
pour lesquels il n'avait pas d'expérience vécue, de partage avec des gens en chair et en os. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant ça a changé bien sûr, hein, parce que les gens circulent beaucoup plus. Mais à l'école, à l'époque, on construisait cette modernité, mais sur une base qui n'était pas vécue. Et des gens comme moi qui avaient ce partage de cultures, qui étaient des cultures vivantes en France, aujourd'hui on leur dit pourquoi cet exotisme? Et pendant longtemps, pendant des années, j'essayais de m'expliquer. Alors j'ai compris que non, j'ai pas à m'expliquer, je dois plutôt renvoyer la question, mais pourquoi est-ce que vous me posez cette question alors que c'est mon vécu? La musique que je joue, aujourd'hui, elle est partie la source n'est pas dans la musique, elle est dans le vécu que j'ai partagé avec des gens qui étaient mes voisins. Voilà, donc je vous mets un petit extrait. En pyjama. Karim Sami à gauche qui faisait les marchés à l'époque en alternance avec les concerts avec moi. La communauté marocaine angevine, Bruno et Mambo, Francis Lariz, c'est l'accordéon, touche piano, l'émission c'est Confidence de Nacre, hein, c'est ça. Qui est posé à côté de ce que je jouais, voilà, qu'on aperçoit. Voilà. Est-ce que vous m'entendez quand je parle en même temps que la musique? Ouais. Il chante en espagnol. À l'époque, comme les Gypsy Kings, ils pensaient toujours que l'espagnol passait mieux pour les paillots, pour les gadgets, pour les non-gitans. Mais en réalité, c'est pas leur langue maternelle. La langue maternelle du quartier gitan à Perpignan, c'est le catalan gitan. Hein. Donc c'est un catalan avec des mots de gitan dedans. Toujours aujourd'hui, hein, c'est la langue que parlent les gamins. Voilà, j'arrive brutalement. Donc tous ces morceaux-là sont sur la playlist, hein, donc si vous voulez les voir. Par rapport à la langue qui est chantée, je joue en ce moment avec Roberto Sadna, qui est un frère de Bruno et Mambo, là, qui joue la guitare. Et nos derniers projets, on les a fait dans toutes les nouvelles compositions. J'ai écrit les textes, il les a adaptés en gitan catalan, et donc dans la langue du quartier, et on défend ça comme une poésie contemporaine
et comme une des langues de France. C'est important de défendre ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce quartier, mais c'est un des quartiers les plus défavorisés en France. Hein. Il y a beaucoup de misère, beaucoup de drogue maintenant, de plus en plus. Mais là, récemment, avec Mambo, qui était un des deux guitaristes, et qui a un rôle important dans la communauté, il s'est monté un festival de culture gitane. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est assez compliqué parce que la mairie de Perpignan, elle est d'un bord assez radicalement... Bon, c'est Rassemblement National, Louis Alliot. Et donc, ils ont beaucoup dragué les gitans au moment de leur élection. Il y en a pas mal qui ont voté pour eux d'ailleurs. Maintenant, ils sont déçus. Et donc, ils ont créé leur festival sans l'aide de la mairie, avec l'aide du département et puis de la région, de la préfecture. Mais les rapports sont très, très tendus. Mais bon, j'ai participé à cet événement et ça a été... on a réussi à mélanger les publics déjà, donc la communauté gitane et les paillots de Perpignan. Et puis avec Roberto Sadna, donc un des frères, et puis un comédien, on a fait une adaptation du roman de Cerro Gitan de Garcia Lorca, donc qui était lu par ce comédien, et Roberto chantait, il reprenait des passages du roman de Cerro qu'on a mis en musique. Et c'était magnifique, et on a fait ce spectacle-là au Palais des Rois de Majorque, donc il n'est pas très éloigné du quartier, pour un public qui était plutôt un public de scène nationale. Il n'y avait pratiquement pas de gitans qui est venu dans ce lieu-là. Par contre, tous ces gens qui étaient extérieurs au quartier pouvaient voir un enfant du quartier, quelqu'un qui est né là, chanter de manière très noble sur la poésie de Lorca. Et j'étais très heureux de pouvoir montrer ça, parce qu'il y a une réalité sociale en même temps qui est vraiment difficile. Et puis pendant une année où on a préparé ça, donc on était au quartier à discuter de poésie, de musique entre les dealers et la misère qu'il peut y avoir dans ce quartier. Et en même temps on construisait quelque chose esthétique, artistique, très riche et qui intéressait beaucoup de gens. Ça c'est l'histoire de ma vie, ce genre de rapport. Je pense que vous pouvez être, j'imagine, vu ce que vous faites dans vos médiathèques, concernés par cette histoire-là. Roberto, par exemple, lui, il sait lire et écrire, mais il y a 2 de ses fils qui ne savent pas. Et avec Roberto, on intervient de temps en temps dans des médiathèques. C'est des endroits où il irait jamais sinon. Et il adore parce que très souvent, quand vous organisez ce genre d'événements, à la différence d'un concert, il y a toujours une rencontre avec le public après, et les échanges. Je vois qu'avec les années, plus ça va, plus Roberto approfondit ses réponses avec le public qui est là, qu'un public qui fréquente des médiathèques et qui fréquente sûrement pas tellement le genre de quartier où il est né. Et c'est magnifique tout ce qui se passe, tous les échanges. Donc ça me parle tout à fait quand j'entendais tout à l'heure que parfois il y a une partie du public qui vient ici qui est bruyant et que c'est compliqué à gérer, la discipline dans un tel lieu. Mais c'est magnifique que la rencontre se fasse. Moi, je me suis construit là-dessus depuis tout petit, sur cette idée de la fierté de mes origines, comme on dit, modestes, même si j'aimerais trouver un autre mot, puisque ma mère m'a toujours dit d'être fière de là d'où je venais. Donc, c'est des milieux fiers plutôt que milieux modestes. Et puis, la soif d'apprendre, de rencontrer, de s'initier, de voyager, mais sans rien renier de là d'où on vient. En venant en voiture hier, j'ai vu Yvetot, je suis passé par Yvetot, je crois que c'est là d'où vient Annie Ernaux. Hein, c'est ça, non? Ouais. Et donc je pensais à elle qui a toujours exprimé si douloureusement
cette difficulté, comme quand on part d'un milieu où il n'y a pas de culture, on acquiert cette culture grâce à l'école et on s'éloigne de là d'où on vient et on en souffre. Et moi, je suis dans une optique complètement... J'ai beaucoup de respect pour Annie Ernaux, j'aime vraiment beaucoup son travail et sa radicalité, mais ma démarche, elle est vraiment opposée. C'est-à-dire que chez nous, il n'est pas question de renier là d'où on vient. Dans la culture gitane, c'est également très très fort. Et au contraire, il y a une richesse culturelle qui, dans nos milieux populaires, il y a énormément de choses fortes qui sont transmises. Et puis après, on voyage, on part, on peut aller très loin, on peut aller dans des milieux sociaux complètement différents, dans des cultures différentes, mais on n'oublie pas d'où on vient et on aime toujours nos racines. Et puis ce mariage entre les sources et puis les rives sur lesquelles on va aller, et ça crée quelque chose de fort. Est-ce que je suis clair dans mon baratin, ça va? Alors là, bon, je pense que beaucoup parmi vous connaissent Joe Priva, Matelot Ferré, peut-être c'est un guitariste manouche qui était un peu le pendant de Django Reinhardt, moins populaire que Django, mais un grand guitariste. Et à cette époque, il y avait des métissages fabuleux. Il y avait le jazz qui arrivait, il y avait la culture des accordéonistes italiens, les cabritaires du centre de la France. À l'époque, Django Reinhardt, il a eu un premier prix d'accompagnement de la bourrée au banjo à 14 ans. Donc c'était beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui. Hein. Et il y a l'improvisation. Et puis une chose très importante à dire, c'est que quand on parle des musiques tziganes, des musiques gitanes, ce sont des musiques qui sont toujours d'abord issues d'un mariage. Et puis en fait, c'est souvent, à mon avis, faux de dire, par exemple, le flamenco est gitan. Les grands couples emblématiques de ces musiques, c'est toujours issu d'une rencontre. Si vous prenez Paco de Lucia, le guitariste, et Camarón de la Isla, le grand chanteur gitan, ils ont enregistré une série d'albums absolument... C'est des grands chefs-d'œuvre du XXe siècle, Camarón et Paco. Et Paco de Lucia, c'est un paillot, donc c'est un gajo, c'est un non gitan, mais d'une pure culture flamenca. Et Camarón, c'est vraiment le chanteur gitan de grande tradition gitane. Le flamenco, c'est ça. Les gitans, il y en avait dans plein d'endroits d'Europe, mais c'est dans l'Andalousie que c'est apparu parce qu'il y a le père et la mère, il y a l'Espagne andalouse et il y a la culture gitane. Et cette fusion crée ce fruit qu'est le flamenco. Donc le flamenco, il naît de cette rencontre. Mais il y a des gens qui voudraient dire non, ce n'est que gitan, par exemple. Pareil pour la musique manouche, cette musique-là. Vous voyez Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Django donc est un manouche, Sinti, et Stéphane Grappelli donc c'est un Français d'origine italienne. Et il y a le jazz qui arrive, l'harmonie du jazz. Donc c'est une rencontre de plusieurs types de langages, de plusieurs cultures. Et puis ça devient effectivement quelque part comme un style emblématique pour les manouches, c'est vrai. Mais en fait, c'est vraiment au départ, c'est un mariage qui a donné ce fruit-là. Quand on parle des musiques tziganes des Balkans, c'est pareil, le répertoire, c'est le répertoire traditionnel des Balkans. Et si vous prenez Esma Redzepova, la grande chanteuse de Yougoslavie avec qui j'ai joué, son mari, Théo Teodosiewski, c'était un gajo, il jouait l'accordéon et il apportait le répertoire des Balkans, elle chantait. Et c'est devenu un des couples emblématiques on va dire, de la musique rom des Balkans. Mais en réalité, ils interprètent un répertoire qui est un répertoire à l'époque macédonien ou yougoslave, en fonction des époques. Et puis dans les diverses langues qui sont parlées à Skopje. Et donc,
c'est issu d'un mariage et il y a plusieurs sources. Et quelqu'un qui voudrait dire non, c'est la musique rome, ça c'est la musique tzigane. En fait, en réalité, c'est en partie un mensonge. Aujourd'hui, je pense que c'est très important de réaliser que tous ces grands styles-là, ils sont nés d'une rencontre entre plusieurs cultures. Et ça fait pas si longtemps que ça. Et on est prêt à l'oublier. Ce que vous voyez à droite, c'est la playlist. Hein, si jamais vous allez sur YouTube ensuite. Dans les années 90, on tournait beaucoup avec le groupe Gitan, celui que vous avez vu tout à l'heure. Il manquait donc deux personnes, Bernard Subert, qui est un clarinettiste et joueur de cornemuse, breton, et puis Goulabi Sapera, qui est une danseuse Kalbelia, c'est-à-dire de la caste des charmeurs de serpents du Rajasthan, en Inde. Et donc on dit que ça fait partie des castes qui sont originaires des Gitans. Donc on était donc en voiture, on roulait, et à l'époque c'était les cassettes. J'avais un gros stock de cassettes que je mettais dans le lecteur de cassettes du fourgon. Et puis un jour je mets une cassette de Mohamed Rafi. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un des grands chanteurs qui chante pour les films indiens à l'époque, qui fait le doublage au playback. Donc sa voix, comme la voix de Lata Mangeshkar, ce sont des voix qui sont connues presque dans le monde entier. Si c'était des Américains, on dirait dans le monde entier sans hésiter, mais à l'époque, c'est le cinéma quand même le plus populaire dans le monde. Et Mohamed Rafi, donc je mets cette cassette, je me mets à fredonner tout en conduisant la voiture, puis Goulabi aussi. Et puis j'entends Karim, mon copain du quartier sud de la Roseraie à Angers, qui se met à chantonner et plus ou moins les paroles en même temps avec. Je lui dis, mais Karim, comment tu connais ça? Il me dit, c'est le film Dosti, je l'ai vu quand j'étais petit à Fès, où il était avec sa famille avant de venir en France. Et qu'est-ce que j'ai pleuré à regarder ce film, c'était magnifique et tout, et je me souviens bien de la chanson, je l'ai vue plusieurs fois, c'est pour ça que je retiens un peu les paroles. Et puis il y a Bruno Licitano, vous avez vu tout à l'heure, celui qui chantait en jouant de la guitare, qui dit, mais moi aussi j'ai adoré Dosti. Il n'y avait que le breton, là, qui ne voyait pas du tout, et le parisien, ça ne leur disait rien du tout. Mais j'étais fasciné comment il y avait cette espèce de culture, on dirait underground, souterraine, entre moi, l'indienne, l'angevin d'origine marocaine et le gitan catalan. On connaissait le même film sans en avoir jamais parlé. Bruno, lui, c'est parce qu'au quartier gitan, il y avait des vendeurs de VHS à l'époque, des loueurs de VHS, pardon, et puis il y avait beaucoup de films indiens parce qu'ils aimaient beaucoup. Et en fait, quand je rencontre Toumani Diabaté, par exemple, ou d'autres musiciens africains avec qui je suis copain, on parle souvent des films indiens qu'on a vus dans notre jeunesse. Parce que c'était le cinéma le plus populaire. C'était la même chose dans tout le bloc de l'Est, en Russie, etc. Et là, je me suis rendu compte, je roulais comme ça, et je me disais, mais il y a cette espèce de culture souterraine dont on ne parle jamais dans les médias dominants français, mais qui est bien réelle et qui fait qu'en dehors du fait qu'on joue dans le même groupe, on a des connaissances comme ça de musique liée à un film, en l'occurrence, mais qui montre qu'il y a des réseaux comme ça entre plusieurs cultures, mais qui n'apparaissent jamais dans les médias. On n'en parle pas parce que il faut bien le dire, même si en France on a l'impression d'être très ouvert, il y a quand même beaucoup de cultures qui, surtout si elles ne sont pas sous l'influence anglo-saxonne, qui n'apparaissent pas. Voilà. Et moi je dis souvent aujourd'hui que je suis issu d'une culture souterraine et que ma musique, mon écriture, puisque j'écris aussi, ça prend son inspiration beaucoup dans cette culture-là.
S'il y a des choses qui vous tracassent dans ce que je dis, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Vous êtes bien fait. Alors là, je vous mets un extrait de... Parce que moi, c'est vrai que moi et dans la famille, on a été imbibés au cinéma indien. Et il y a un cliché qui est que le cinéma indien, c'est Bollywood, c'est extrêmement grossier, caricatural. Les gens dansent dès que ça leur prend comme ça. Dès qu'il pleut, ils sortent dehors, ils se mettent à danser. Mais en fait, il y a énormément de grands cinéastes, de grands acteurs. Puis dans les années 50, il y a une sorte de cinéma classique qu'on appelle l'âge d'or du cinéma indien, même si aujourd'hui hein, il y a une grande richesse. Et en général, il y avait donc un réalisateur, il y avait un compositeur, c'était très important. Là, c'est S.G. Burman, ce que je vais vous montrer, qui a composé des musiques magnifiques. Et on prenait un des meilleurs poètes pour écrire les paroles des chansons. Donc c'était à la fois très populaire, tout le monde regardait ça, mais on n'était pas du tout dans une démarche commerciale. C'était vraiment une création artistique, mais très populaire. Peut-être un peu comme ça a pu l'être avec les films de Pagnol. Moi, j'ai beaucoup d'amis au quartier qui ne regardent que les blockbusters américains, mais pour les films français, les seuls qui trouvent grâce à leurs yeux, c'est des films des années 50 aussi, et Pagnol, par exemple, tout le monde aime. Pourtant, c'est en noir et blanc, etc., mais bon, il s'est passé quelque chose. Alors, je vous mets un petit extrait de ce film, juste... Donc, voilà, l'article, ça parlait toujours comme ça, et donc c'était dans une revue de musique du monde, donc très ouverte. Parce que bien sûr, je ne parle pas de... Bon, si c'est Éric Zemmour, je ne serais pas surpris qu'il va parler avec condescendance de musique indienne ou de musique arabe. Quelque part, c'est logique. Mais quand il s'agit de gens qui sont spécialisés dans le discours sur les musiques du monde, c'est très choquant d'avoir... On va parler de Ravi Shankar comme musique du monde, world music, musicien indien. C'est comme dire de Debussy, c'est un musicien français, point à la ligne. Non, on va dire que c'est la musique classique, la musique savante. Dans le langage, les musiques traditionnelles aussi, ce terme est très particulier, parce que en quoi c'est une tradition ou c'est plus une tradition. Si vous prenez le jazz, le blues, le jazz, le rock même, c'est une tradition qui évolue très vite, mais c'est quand même une tradition. Et la manière de la penser, elle est vraiment issue de cette tradition. C'est d'ailleurs très riche à étudier. Du coup, moi, je fais de la musique contemporaine. Voilà. Dans la mesure où je suis vivant, grâce à Dieu, et je continue à composer, à improviser. Donc, même si ça a été déjà récupéré, et Gulabi Sapera, par exemple, vous allez la voir danser, là, je vais vous mettre un extrait où on va danser. Donc, c'est une danseuse issue de la caste des charmeurs de serpents. Et dans sa communauté, il n'y avait pas de danse sur scène, jamais. Il y avait des danses pour Holi. Holi, c'est la fête des couleurs, là, qui vient d'avoir lieu. Donc, toutes les femmes, parce que c'est des nomades, leur mari charme les serpents, donc ils vont de village en village pour guérir des morsures de serpents, et ils font la manche avec les serpents, avec les paniers, comme tout à fait, que ça correspond au cliché qu'on peut avoir ici, mais c'est la réalité. Et elle a développé un style de danse soliste, et puis on l'a invitée à danser sur scène à Pushkar lors d'un festival, et puis c'est devenu une danseuse. Il y a eu des vidéos qui ont été faites, elle a commencé à danser, donc, et à travailler un style soliste.
Et c'est devenu la danse emblématique de sa caste, la danse Kalbelia. Maintenant, il y a des cours de danse Kalbelia partout en France et à l'étranger. Et bien sûr, dans les discours qu'il y a eu, les présentations par rapport à sa danse, c'était toujours marqué la danse millénaire, la danse du serpent, etc. Alors que ça venait d'apparaître sur la scène. Mais comme ça venait d'Inde et qu'il n'y avait aucun emprunt à un langage anglo-saxon, peut-être avec des cassures dans le rythme, etc., et bien ça ne pouvait pas être de la danse contemporaine. C'est impossible. C'était pas compréhensible, alors que normalement, par rapport à la réalité, c'était une invention complètement récente. D'ailleurs, au début, quand elle a dansé sur scène, sa famille a été mise au banc de la caste, parce que c'était interdit pour une femme de danser comme ça sur une scène et en soliste. Donc il y a eu vraiment une rupture, une cassure dans la tradition. Un nouveau langage qui s'est développé. Mais dans le discours des médias par rapport à ça, ça restait la danse millénaire. Hein, et surtout pas une danse contemporaine. Dans la mesure où il n'y avait pas d'emprunt. Si elle avait emprunté au breakdance ou à la danse contemporaine occidentale, et qu'on avait pu voir ça dans son langage chorégraphique, on serait permis peut-être de dire ça. Mais tant qu'il n'y avait pas d'emprunt à cette autre ethnie qu'est l'ethnie occidentale, elle n'avait pas droit à l'appellation de danse contemporaine, mais carrément la danse millénaire, quoi. Puisque l'Inde est forcément millénaire, c'est bien connu. Je vais vous mettre un extrait d'un... C'était une télé, je ne sais pas si vous avez connu, il y a peut-être pas beaucoup parmi vous qui regardaient ça, mais c'était les familles d'immigrés regardaient le dimanche matin les émissions Mosaïque qui étaient destinées au public des cultures d'immigrés, beaucoup d'Afrique du Nord, mais de Turquie aussi. Et moi, j'avais été invité dans ce cadre-là par Djelou Begoura, qui était un des producteurs de ces émissions, Mosaïque. Puis ensuite, il y a eu Orient sur scène. Et là, il était venu me filmer à Marseille. Et donc, c'est intéressant parce que ça réunit un trio, le trio Éric Marchand. Au début des années... dans les années 80, au début des années 80, j'avais deux duos. Un duo avec Éric Marchand, un chanteur breton qui chantait en breton dans un style vraiment traditionnel. Il avait appris auprès des anciens. Et puis, il était intéressé par le fait, il avait remarqué que dans les hauteurs de ses notes, il y avait sûrement des quarts de ton, parce que quand il y avait une guitare qui l'accompagnait, ça sonnait pas toujours juste. Comme moi, je jouais le oud, le luth oriental, j'étais habitué à ces tempéraments avec des écarts inégaux, des quarts de ton, comme on dit de manière simplifiée. Et du coup, on a commencé à jouer tous les deux. Et puis, j'avais un duo avec Hamid Khan, un joueur de tabla du Rajasthan. Et l'endroit où on jouait au départ, c'était un restaurant libanais à Angers, El Khiam, tenu par des chiites libanais, la famille Awada. C'était notre terrain de jeu à nous, là. Et donc, ces deux duos sont réunis, ça a créé le trio Éric Marchand. Quand il y a eu le mouvement de la world music, des musiques du monde, d'un seul coup, un chanteur breton, un joueur de oud arabe et un joueur de tabla indien, c'était très emblématique. Du coup, l'Encyclopédie Universalis avait choisi une photo de ce trio pour illustrer le premier article. Il y a eu la première entrée sur Musique du Monde, World Music. Et puis, je commençais à travailler déjà avec Gulabi Sapera, cette danseuse, on va dire, gitane indienne. Et donc là, on donnait un concert à Marseille. Et là, juste un petit extrait vidéo de cette rencontre donc, entre ces différentes cultures à travers, en fait, mon vécu. Parce que la réalité n'était pas le projet de mélanger culture bretonne, tabla indien, luth arabe et danse gitane. C'était juste que c'était les gens, moi, avec qui que je fréquentais. Et voilà, on jouait ensemble.
On me dit qu'il reste 5 minutes. Hein. Là, c'est... écoute, au tout début, j'étais pas encore professionnel, mais c'est un des premiers groupes que j'ai monté, il s'appelait Johnny Michto. Et Angers, c'était Ville Rock. C'était une ville rock, il y avait les Tugs, je sais pas si vous voyez ce groupe. C'était la famille, deux frères qui étaient les fils du foyer de jeunes travailleurs des quartiers de la Roseraie, quartier sud. Et donc ils avaient tout le parking pour répéter. Et en fait, donc Angers était Ville Rock. Et nous, avec Karim, ici présent, vous avez vu tout à l'heure jouer des percussions. Et puis Abdallah Ajbani. J'avais invité aussi Bernard Subert, déjà le breton. Et on avait monté un groupe sans rien prendre. Il y avait déjà, enfin c'était de ma part surtout, cette obsession de proposer une alternative avec le même type d'énergie que le rock, mais qu'avec les éléments de nos cultures respectives. Donc moi j'avais le bouzouk, électrifié plus ou moins. Karim et Abdallah jouaient les percussions berbères de leur culture plutôt que la batterie. La seule concession qu'on avait fait à la culture rock, c'était la basse électrique. Il y avait Yves Barteau qui avait cette culture rock, et au lieu d'un saxophone, bien sûr, clarinette ou cornemuse. Et l'idée, c'était de proposer un truc avec le même type d'énergie. Je vous mets juste un petit extrait, parce que c'était bien avant que je sois professionnel, et c'était une tentative qui n'a pas réussi à l'époque, mais dont je suis très fier, et donc là, c'est juste un tout petit extrait. ولقيتي راحتك وسمحتي بطريقك ويا اخي طريقك ونيمك في عيونك ولقيتي راحتك وسمحتي بطريقك وطريق جديد ولا يا سيلوا ولا يا سيلوا ولا يا سيلوا ولا يا سيلوا سيدي سيلوا ولا يا سيلوا ولا يا سيلوا سيدي سيلوا Voilà. Donc j'ai un peu changé, mais ça fait longtemps. Voilà, donc comme il reste presque plus de temps, si vous avez des questions à me poser, ou j'avais encore plein de choses à dire, mais ça sera pour une autre fois. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Ça existe, c'est pas sorti en disque, non. Non. J'ai envoyé des cassettes à des producteurs avec qui j'ai travaillé plus tard, qui m'ont dit mais je me souviens pas du tout d'avoir reçu ça. Et en fait, c'était un peu trop tôt. Il n'y avait pas encore eu les mélanges. Il n'y avait pas le rail à l'époque. Il n'y avait pas des groupes comme les Négresses Vertes, tout ce rock alternatif qui prenait avec l'accordéon ou d'autres instruments. Et donc, je pense que c'était un petit peu trop tôt. Et donc, c'est pas que les producteurs qui ont reçu, je pense pas qu'ils aient pas aimé, mais qu'ils aient pas capté ce que ça voulait dire, quoi. Alors, c'est chanté là en berbère, et puis la rythmique, c'est uniquement des bendirs, là, dans ce qu'on entendait, puis une basse, et le bouzouk, avec le bottleneck, même sur le bouzouk. Bon. C'est le seul emprunt au blues américain. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup en tout cas de votre patience. Merci pour l'invitation.